Hop, coucou là-dedans. On passe sur l'apprenti épouvanteur, Joseph Delany. Chapitre 7. Donc, chapitre 7, il faut que quelqu'un le fasse. Après cet incident, la routine du travail occupa mes journées. L'épouvanteur continue de ses leçons à un rythme si rapide que j'avais mal au poignet à force d'écrire, et les yeux me piquaient. Un après-midi, il m'amena à l'autre bout du village, au-delà des dernières maisons, jusqu'à un cercle de sol que, dans le pays, on appelait arbre à osier. C'était un endroit lugubre. Une corde pendait à une des branches. En levant les yeux, je vis une grosse cloche de cuivre. Les gens qui ont besoin d'aide ne montent pas à la maison, m'expliqua-t-il. Personne ne vient chez moi à moins d'avoir été invité. Je suis strict sur ce point. En cas de nécessité, ils descendent ici et font sonner la cloche. Alors nous nous rendons chez eux. Depuis que j'étais apprenti de l'épouvanteur, des jours et des jours avaient passé et personne n'avait tiré la cloche. En dehors de mes visites au village pour les courses de la semaine, je ne m'étais pas promené plus loin que le jardin ouest. Je me sentais très seul et ma famille me manquait. Je suis d'accord avec Casse-Croûte. On vient tout juste de commencer, Marie-Coy, regarde. J'ai à peine lu le début. Ça fait très exactement 1 minute que j'ai commencé, Marie-Coy. Heureusement, mon maître ne me laissait jamais inoccupé. Je n'avais donc guère le temps de je n'avais donc guère le temps de déprimer. Le soir, j'étais si fatigué que je m'endormais à peine la tête posée sur l'oreiller. Les leçons étaient les moments les plus intéressants de la journée, même si je n'apprenais pas grand-chose à propos des ombres, des fantômes ou des sorcières. Selon l'épouvanteur, le sujet d'étude principal d'un apprenti au cours de sa première année concernait les gobelins, ainsi qu'un peu de botanique. Les plantes médicinales et celles que l'on peut consommer si on ne dispose pas d'autre nourriture. Toutefois, les leçons ne se résumaient pas à la prise de notes et certains travaux pratiques se révélèrent aussi durs que ceux de la ferme. Les exercices commencèrent lors d'une chaude matinée ensoleillée, quand l'épouvanteur m'ordonna de poser mon livre et me conduisit dans le jardin sud. Il me fit emporter une bêche et une longue baguette servant à mesurer. Les gobelins en liberté, M'informa-t-il. circulent le long des laisses, de l'Est. Quelquefois, il y a des complications, suite à une tempête ou un tremblement de terre. De mémoire de vivant, il ne s'est pas produit d'importantes secousses dans notre comté. Cependant, les laisses étaient tous reliés entre eux, ce qui bouleverse l'un, même à des miles de distance, perturbe aussi les autres. Il arrive donc qu'un gobelin soit immobilisé dans tel ou tel lieu pendant des années. On dit qu'il est naturellement entravé. Bien souvent, il ne peut se déplacer de plus de dizaines de pas dans chaque direction. Et cause peu d'embarras, tant qu'on ne s'en approche pas. Au cas où il se trouve enfermé près d'une habitation, ou pire, à l'intérieur, il faut le déplacer, l'entraver artificiellement ailleurs. Qu'est-ce qu'un lait demandai-je. Personne n'a de certitude là-dessus, petit. On pense généralement qu'il s'agit de très anciens sentiers quadrillant le pays, les sentiers de nos lointains ancêtres, au temps où les choses de l'ombre savaient rester à leur place. La santé était meilleure alors, la vie plus longue et les hommes plus heureux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oh, les glaces du Nord se répandirent, refroidissant la terre. Il devint si difficile de survivre que les hommes oublièrent tout ce qu'ils avaient appris. Les anciens savoirs ne comptaient plus. Manger et se tenir au chaud étaient les seuls soucis. Quand la glace se retira enfin, les survivants étaient devenus des chasseurs, vêtus de peaux de bêtes, et les forces obscures régnaient partout. Il se tut un instant avant de continuer. Attends, qui me gratte. Bonne journée à toi, Ruby Blood. Prends soin de toi. Tant que c'est agréable à lire, c'est ça, Kino? Il se tut un instant avant de continuer. Oh, les choses vont un peu mieux de nos jours, bien qu'il y ait encore beaucoup à faire. Les laits sont des vestiges de ces temps reculés, cependant ils sont bien plus que des sentiers, ce sont des lignes de pouvoir, profondément enfoncées dans la terre, des routes invisibles que les gobelins en liberté parcourent à une vitesse folle. Lorsque ces grands fauteurs de troubles investissent un nouveau lieu, ils ne sont pas les bienvenus, ce qui les emplit de colère. Ils jouent alors aux gens des tours à leur façon, parfois extrêmement cruelle. C'est là que nous agissons.
en les maintenant artificiellement enfermés au fond d'une fosse, comme celle que tu vas creuser maintenant. Il me désigna un emplacement au pied d'un vieux chêne. Voici un endroit qui convient, il y a assez de planches de place entre les racines. L'épouvanteur m'indiqua les dimensions du trou. 6 pieds de long, 3 pieds de large, 6 pieds de profondeur. Malgré l'ombre des arbres, il faisait trop chaud pour ce travail, qui me prit des heures. Mon maître était un perfectionniste. Après avoir creusé la fosse, je préparai un mélange puant, composé de sel, de limaille de fer et d'une sorte de glu à base d'ossements pilés. Le sel brûle les gobelins, M'expliqua l'épouvanteur. le fer de même qu'il attire la foudre et l'emmène sur perdre dans la terre aspire les forces des étoiles des ténèbres. Il peut mettre fin aux méfaits des gobelins les plus nuisibles. Le mélange de sel et de fer est extrêmement efficace. Après avoir remué cette mixture dans un grand seau de métal, j'en barbouillai l'intérieur de la fosse avec une brosse. C'était plus difficile que de peindre un mur, car la couche devait être parfaitement égale afin d'empêcher le plus roué des gobelins de s'échapper. Ceci exige un soin extrême, petit, Me dit l'épouvanteur. Ces créatures sont capables de se faufiler par un trou pas plus gros qu'une tête d'épingle. Bien sûr, une fois mon maître satisfait de mon travail, il ne me resta plus qu'à reboucher la fosse et en commencer une autre. Il me fit préparer ainsi 2 fosses par semaine. C'était long, c'était dur et assez effrayant aussi, car je travaillais parfois tout près de celle contenant réellement un gobelin. Même en plein jour, ces lieux me collaient la chair de poule. L'épouvanteur n'était jamais bien loin, cependant. Mais il se tenait sur ses gardes, un gobelin, même entravé, restant toujours dangereux. Des maths. C'est horrible, ça. Je fais pareil, j'en lis beaucoup sur le développement personnel. Enfin, j'écoute des livres audio. Oui, Futsuyoda, il y a plusieurs tomes de l'épouvanteur. J'appris également à connaître chaque pouce du comté, chaque ville, chaque village, et les voies les plus rapides pour se rendre d'un lieu à un autre. Alors qu'il disait avoir dans sa bibliothèque quantité de cartes, il ne me facilitait jamais la tâche. Ainsi, il m'obligea à dessiner ma propre carte. Au centre, il y avait sa maison, avec ses jardins, puis le village et les collines proches. J'étais censé la compléter en y ajoutant au fur et à mesure les campagnes environnantes. Le dessin n'était pas mon point fort, et mon maître était pointilleux en tout. Ma carte mit bien du temps à prendre forme. On est d'accord qu'il est magnifique du coup, hein, le Unity. Mais je l'aime moins que d'autres Assassin's Creed. Voilà. Bienvenue sur ce live lecture. Nous sommes actuellement en train de lire L'apprenti épouvanteur, tome 1. Voilà, l'objectif est de m'entraîner à lire parce que je suis épileptique à la lecture et donc j'essaye de m'entraîner. Et j'avais commencé à enregistrer des livres audio, mais c'est devenu compliqué avec le temps de réussir à faire ça correctement. Du coup, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, alors j'essaye de m'entraîner petit à petit à repousser mes limites et à aller de plus en plus loin. Bah, je l'aime bien aussi, mais je le trouve tellement beau, ce jeu. Et donc, coucau Runner Games aussi. Comment que ça va? Pardon. C'est vraiment Miracle tout. Après, il y a des bouquins qui sont compliqués à lire, hein. Ah, c'est beau ça. Alors. Alors seulement il me montra ses propres cartes, que je passais plus de temps à déplier et à replier avec le plus grand soin qu'à étudier. Dans le premier temps, je commençais à tenir mon journal. Pour cela, l'épouvanteur m'avait remis un autre cahier, me rappelant pour la 1000e fois que je devais consigner chaque fait, car plus tard, cela pourrait m'être fort utile. Je n'écrivais cependant pas tous les jours. J'étais parfois trop fatigué, et j'avais des crampes dans la main à force de noter à toute vitesse les paroles de mon maître.
Un matin, au petit déjeuner, alors que j'étais chez lui depuis un mois, il me demanda. Eh bien, mon garçon, qu'en penses-tu? Je crus qu'il parlait du repas, car le bacon avait été servi un peu brûlé ce jour-là. Je me contentais donc de hausser les épaules. Je ne voulais pas offenser le gobelin cuisinier qui était sûrement là, à nous écouter. Bah oui, il est tard là. Bon appétit. Oui, Oranor Games, et encore merci pour le raid Scarax, des bisous. Et bonne continuation. Bon appétit aussi. Et donc en fait, c'est parce que j'ai commandé une Facecam Pro de chez Elgato il y a quelque temps. C'était le 13, j'étais censé la recevoir le 19 juillet. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai été obligé, je me suis dit, ah, je vais recevoir ma webcam, installons tout. Et en fait, j'ai changé mon setup. Sauf que j'ai deux webcams Logitech, et Logitech, ils sont pas très bons sur le logiciel, ce qui fait elles se font la guerre l'une l'autre. Et du coup, autant avant j'avais réussi à les faire fonctionner, autant là en les rebranchant, bah en gros c'est un miracle qu'elles fonctionnent ensemble, quoi. Et donc ça fait des artefacts, malheureusement. Donc il va falloir que j'attende d'avoir les nouvelles webcams, pour qu'il n'y en ait plus. 2024, c'était peut-être ça en fait l'explication, Marigori. Mais sur le mail c'était marqué 2023, donc ils ont dû faire une faute de frappe. Bref. C'est un dur travail, reprit-il, et je ne te blâmerai pas si tu décidais d'abandonner maintenant. Au bout d'un mois, j'offre à chacun de mes apprentis la possibilité de retourner chez lui, afin de réfléchir tranquillement, libre à lui ensuite de revenir ou pas. Veux-tu faire de même? Je m'appliquais à ne pas trop montrer ma joie. Je ne pus cependant dissimuler le sourire qui s'étalait sur mon visage. Malheureusement, plus je souriais, plus l'épouvanteur semblait abattu. J'eus la certitude qu'il souhaitait que je reste, mais j'avais trop envie de m'en aller. L'idée de revoir ma famille et de goûter de nouveau au bon petit plat de maman m'apparaissait comme un rêve. 1 heure plus tard, j'étais parti. Tu es un brave garçon et tu es doué, m'avait dit mon maître, à la grille. Tu as réussi l'épreuve du premier mois. Tu pourras donc dire à ton père que si tu désires continuer, je passerai le voir à l'automne pour encaisser mes 10 guinées. Bien que tu aies l'étoffe d'un bon apprenti, c'est à toi de décider, petit. Si tu ne reviens pas, je saurai que tu as renoncé. Sinon, je t'attends dans 1 semaine. Je te dispenserai alors 5 années d'enseignement qui feront de toi un épouvanteur digne de ce nom. Je cheminais le cœur léger. Je n'avais pas osé dire à mon maître qu'au moment même où il m'avait offert cette chance de retourner chez moi, j'avais décidé que je ne reviendrais pas. Il m'en avait suffisamment appris pour que je devine combien ce métier était terrible. En plus de la solitude, il fallait affronter sans cesse la peur et le danger. Personne ne se souciait de savoir si vous étiez vivant ou mort. Les gens voulaient seulement qu'on les débarrasse des êtres maléfiques qui leur pourrissaient l'existence. Peu leur importait ce que cela vous coûtait. L'épouvanteur m'avait raconté qu'il avait bien failli être tué par un gobelin. En l'espace d'un clignement d'œil, celui-ci s'était transformé en pluie de pierres et l'avait presque assommé avec un rocher gros comme une enclume. Il n'avait pas encore été payé pour ce travail. Il espérait recevoir l'argent au printemps suivant. Ce n'était pas demain la veille. Franchement, pourquoi choisir un tel métier? Tout en marchant d'un bon pas, je me disais que j'aimerais encore mieux trimer à la ferme. Je saurais pas te dire, Alcasia, je connais pas les chroniques dont tu parles. Le voyage me prit presque 2 journées, ce qui me donna le loisir de réfléchir. Je me souviens combien je m'étais ennuyé parfois à la maison. Supporterais-je vraiment la vie de fermier pour le reste de mes jours? Je me demandais aussi ce qu'en penserait maman. Elle avait tout fait pour que je devienne l'apprenti de l'épouvanteur, et si je renonçais, je la décevrais beaucoup. Le plus difficile serait de lui dire et d'encaisser sa réaction. Le soir de mon premier jour de marche, j'avais terminé le fromage que l'épouvanteur m'avait remis pour le voyage. Le lendemain, je ne fis donc halte qu'une seule fois pour baigner mes pieds dans un ruisseau, et j'arrivai à la ferme à l'heure de la traite du soir. Lorsque je franchis le portail, papa traversait la cour, se rendant à l'étable. Quand il m'aperçut, son visage s'épanouit. Je proposai de l'aider pour qu'on puisse bavarder tous les deux, mais il me dit d'entrer et de parler d'abord avec maman. « Oh, tu lui as beaucoup manqué, fils. Te voir chasserait la tristesse de ses yeux. » Il me tapota le dos et s'en alla traire les bêtes,
Il me tapota le dos et s'en alla traire les bêtes. À peine avais-je fait 10 pas que Jack sortit de la grange et se dirigea vers moi. « Qu'est-ce qui te ramène si tôt ?» demanda-t-il d'un ton un peu frais. Pour être honnête, je dois même dire qu'il était plutôt froid. Ah. Frais et froid, je viens de comprendre. Un rictus lui tordit la bouche comme s'il tentait de cracher et de sourire en même temps. L'épouvantail m'a envoyé à la maison pour quelques jours, dis-je. Il m'a demandé de réfléchir et de décider si je continue ou pas. Ah oui, et qu'est-ce que tu envisages? Je vais en parler à maman. Tu feras ton idée comme d'habitude, grommela-t-il. Il m'observait d'un œil renfrogné, et j'en déduisis que quelque chose était arrivé en mon absence. Sinon, pourquoi aurait-il été aussi peu amical? Pourquoi mon retour l'aurait-il contrarié ainsi? Et je n'arrive pas à croire que tu aies pris le briquet de papa, fit-il. C'est lui qui me l'a donné. Il voulait que je l'emporte. Il te l'a offert, mais ça ne signifiait pas que tu devais le garder. Le problème avec toi, c'est que tu penses qu'à ta petite personne, pauvre papa, il aimait tant ce briquet. Ça, c'est le genre de choses qui m'agace énormément dans le comportement, tu sais. Horrible. Je ne répondis rien. Ne voulant pas entamer une dispute, Jacques se trompait. Papa m'avait vraiment légué cet objet, j'en étais sûr. Puisque je suis de retour, dis-je, je vais pouvoir changer de sujet. Puisque je suis de retour, dis-je pour changer de sujet, je vais pouvoir aider un peu. Si tu tiens vraiment à payer ton séjour, alors va nourrir les cochons, me lança-t-il en me plantant là. C'était la corvée que chacun de nous détestait. Les cochons étaient énormes, velus, puants, et si voraces qu'il était imprudent de leur tourner le dos. En dépit du mauvais accueil de Jack, j'étais heureux d'être de retour. Tandis que je traversais la cour, je regardais notre maison. Les rosiers grimpants de maman qui couvraient tout un mur se portaient bien, quoique exposés au nord. Pour l'instant, ils étaient encore en bouton, mais à la mi-juin, ils seraient en pleine floraison. C'est difficile aujourd'hui, hein? La porte de derrière était toujours coincée, depuis le jour où la foudre avait frappé la maison. Le battant avait pris feu, on l'avait remplacé, mais la chambranle était légèrement faussée et il fallait pousser fort pour ouvrir. La première chose qui me frappa à mon entrée fut le sourire de maman. Elle était assise dans son vieux rocking chair, dans le coin de la cuisine que le soleil couchant n'atteignait pas. Trop de lumière lui blessait les yeux. Maman préférait l'hiver à l'été, et la nuit au jour. Et coucou, c'est pas l'heure, comment ça va? Peut-être bien pas trop. Elle fut heureuse de me voir, et je résolus de ne pas lui dire tout de suite que j'avais l'intention de rester. J'affichai une mine satisfaite qui ne la trompa nullement. Je ne pouvais jamais rien lui cacher. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Je haussai les épaules et tentai de sourire. Déguisant sans doute encore moins bien que mon frère mes véritables sentiments. « Parle !» m'ordonna-t-elle. « Ça ne sert à rien de retenir les choses. » Je ne répondis pas tout de suite, cherchant les mots appropriés. Le balancement du rocking chair se ralentit peu à peu jusqu'à s'arrêter tout à fait. C'était mauvais signe. J'ai fini mon mois d'essai et M. Grégory m'a dit que c'était à moi de décider si je continue ou non. « Mais je me sens si seul, maman !» avoua-je avec un soupir.
C'est pire que ce que je croyais, je n'ai pas d'amis, personne de mon âge avec qui parler, j'aimerais mieux revenir travailler ici. J'aurais pu en dire davantage, lui rappeler combien nous étions heureux, quand mes frères vivaient encore tous à la ferme. Je ne le fis pas. Je savais qu'elle regrettait ces temps-là, elle aussi. Je pensais que, pour cette raison, elle me comprendrait. J'avais tort. Elle resta silencieuse un long moment, et j'entendis Ellie dans la pièce à côté, chantonner à mi-voix tout en balayant. « Tu te sens seule ?» fit-elle d'une voix sourde et chargée de colère. « Comment peux-tu te sentir seule ? Tu as ta propre compagnie, non ? Si tu n'es plus satisfait de ta propre compagnie, alors tu sais, tu seras vraiment seul. Cesse donc de te plaindre, tu es presque un homme maintenant, et un homme doit travailler. Depuis que le monde est monde, les hommes ont à s'acquitter de tâches qu'ils n'aiment pas. Pourquoi en irait-il autrement pour toi ? Tu es le 7e fils d'un 7e fils, et tu es né pour cette mission. Monsieur Grégory a formé d'autres apprentis, protestai-je. L'un d'eux pourrait revenir et veiller sur le comté, pourquoi moi ? Il y en a eu beaucoup, mais peu ont achevé leur formation, et ceux qui y sont parvenus sont loin d'être à la hauteur. Ils sont fragiles, veulent ou lâches. Ils se font payer fort cher de bien maigres services. Il ne reste que toi, mon fils. Tu es notre dernière chance. Tu es notre dernière chance, notre dernier espoir. Secours, Obi-Wan Kenobi. Il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un se dresse contre les forces obscures. Tu es le seul qui en soit capable. Le fauteuil se balança de nouveau, reprenant son rythme. Bien, conclut maman. Je suis contente de cette mise au point. Attendras-tu l'heure du souper ou dois-je te servir quelque chose dès à présent ? Je n'ai rien mangé depuis hier, maman. Oh bah j'ai préparé du lapin. Ça va te ragaillardir. Cela va te ragaillardir. Pas facile à dire. Cela va te ragaillardir un peu. Cela va te ragaillardir un peu. Pas facile à dire, hein. Je m'assis à la table de la cuisine, plus abattu que jamais, tandis que maman s'activait au fourneau. Bientôt la délicieuse odeur du civet me fit saliver. Personne ne cuisinait comme maman, et ça aurait valu la peine de rentrer à la maison, même si je n'avais dû y prendre qu'un seul repas. Maman apporta une assiette fumante, qu'elle déposa devant moi en souriant. « Je vais monter faire ton lit, me dit-elle. Puisque te voilà ici, autant que tu restes quelques jours. » Je grommelai un remerciement et me jetai sur la nourriture. À peine maman avait-elle disparu dans les escaliers qu'Ellie entra dans la cuisine. « C'est bon de te revoir, Tom, » s'écria-t-elle. Elle regarda ma large assiette et proposa. Veux-tu un peu de lapin pour manger avec ? Oui, s'il te plaît. Elle me beurra 3 énormes tartines et s'assit en face de moi. Un peu de pain, pas de lapin, punaise. Veux-tu un peu de pain pour manger avec ? Oui, s'il te plaît. Elle me beurra 3 énormes tartines et s'assit en face de moi. Je vidai mon assiette sans même reprendre ma respiration, ramassant la sauce jusqu'à la dernière goutte avec mon pain fraîchement sorti du four. Tu te sens mieux ? Je hochai la tête et m'efforçai de sourire. Je ne dus pas être bien convaincant car Ellie me regarda d'un air préoccupé. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que tu disais à ta mère. Je suis sûr que les choses ne vont pas si mal. Ce travail est nouveau pour toi, est assez étrange, mais tu y seras vite accoutumé. De toute façon, tu n'es pas obligé de repartir tout de suite. Après quelques jours passés à la maison, tu auras repris des forces et tu seras toujours le bienvenu, même quand la ferme appartiendra à Jack. Tu crois ? Jack ne m'a pas paru ravi de me voir. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il ne s'est pas montré très accueillant. J'ai senti qu'il ne voulait pas de moi ici. Allons, tu connais ton grand malappris de frère. Je vais arranger que ça comme de rien. Cette fois, je souris vraiment. Elle avait raison. Comme disait maman, Ellie aurait pu entortiller Jack autour de son petit doigt. Caressant son gros ventre, elle reprit. Voilà surtout ce qui l'angoisse. La sœur de ma mère est morte en couche, et on en parle encore dans la famille. Ça le rend nerveux. Mais moi, je suis tranquille. Je ne pourrais pas accoucher dans un meilleur endroit avec ta maman pour prendre soin de moi. Elle se tut, puis reprit. D'autre part, ton nouveau travail l'inquiète. Elle avait pourtant l'air content lorsque je suis pas... Pause, je galère. Tu crois que ça a le même goût, Marigori ?
Ouais, faut que j'essaie de ralentir. Bon, en fait, je reprends vite mon rythme de lecture habituel. Et en général, je lis vite quand même. D'autre part, ton nouveau travail l'inquiète. Il avait pourtant l'air content lorsque je suis reparti de la maison. Il s'est comporté ainsi pour t'encourager parce que tu es son jeune frère et qu'elle se soucie de toi. Les activités d'un épouvanteur ont quelque chose d'effrayant et cela met les gens mal à l'aise. Je suppose que si rien de spécial n'était arrivé après son départ, tout irait bien. Seulement, Jack prétend que depuis le jour où tu as quitté la ferme en passant par la colline, les chiens se comportent bizarrement. Ils ne veulent même plus entrer dans les pâtures du nord. Jack pense que tu as réveillé quelque chose. Voilà le problème. Ellie tapota doucement son ventre. Il est un peu trop protecteur, c'est tout. Il pense d'abord à sa femme et à son enfant. Allons, ne te fais pas de mauvais sang, tout s'arrangera, tu verras. Je restai 3 jours, essayant de faire bon visage. Finalement, je sentis qu'il valait mieux que je parte. Maman fut la dernière personne que je vis avant de m'en aller. Nous étions seuls dans la cuisine. Elle me serra dans ses bras et en me disant qu'elle était fière de moi. Puis elle déclara en me regardant tendrement. Tu représentes bien plus que le 7e d'un 7e, Tom. Tu es aussi mon fils, et tu as la force de faire tu es aussi mon fils, et tu as la force de faire ce qui doit être fait. J'acquiesçai d'un hochement de tête pour qu'elle soit contente, mais le sourire que j'avais accroché à mon visage s'effaça dès que je fus dans la cour. Je repris la route en traînant les pieds, déçu que maman n'ait pas voulu me garder à la maison. Il plut tout le long du chemin jusqu'à mon arrivée à Chipenden. J'avais froid, j'étais mouillé et malheureux. À ma grande surprise, lorsque je me présentai devant la demeure de mon maître, le loquet se souleva et la porte s'ouvrit sans que je les ai touchés. C'était sans doute un signe de bienvenue, un encouragement à entrer, une faveur que j'avais cru jusque-là réservée à l'épouvanteur. J'aurais dû m'en réjouir, je n'en fus qu'effrayé. Je frappai 3 fois à la porte avant de remarquer que la clé était dans la serrure. Mes coups n'ayant fait venir personne, je la tournai et entrai. Je visitai toutes les chambres du rez-de-chaussée. En bas des escaliers, je l'appelai. J'appelai. Comme personne ne répondait, je me risquai dans la cuisine. Le feu brûlait dans l'âtre et le couvert était mis pour une seule personne. Au centre de la table fumait un plat de ragoût. J'avais tellement faim que je me servis et vidai mon assiette avant de remarquer un mot coincé sous la salière. Suis à Pendle. Problème avec une sorcière, serait partie d'un certain temps. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas les provisions de la semaine. Le sac est chez le boucher. Pendle était une haute colline, presque une montagne, à l'est du comté. La région était infestée de sorcières, et il était dangereux de s'y rendre, surtout seul. Cela me rappela à quel point le métier d'épouvanteur pouvait être dangereux. En même temps, j'étais désappointé. J'avais si longtemps attendu qu'il se passe quelque chose, et l'épouvanteur profitait de mon absence pour s'en aller sans moi. Toutefois, je dormais bien cette nuit-là, et au matin, je ne manquai pas la cloche du petit déjeuner. Je fus accueilli à la cuisine par le meilleur plat d'œufs au bacon que j'eus mangé jusqu'alors dans cette maison. Cela me pro... On va s'arrêter là. Je suis désolé, mais il n'y a pas eu de mouvement, mais j'ai eu du mal à déglutir. Donc on va stopper direct. Alors on va faire une pause, on va attendre un peu. En fait, je sens que je tremble de plus en plus, mais tu sais, c'est pas du tremblement violent. D'habitude, ça s'arrête à peu près ici, mais là, je sens tout le corps qui tremble. Enfin, je veux dire que les tremblements, les spasmes intérieurs s'arrêtent. Ceux qui sont plutôt agressifs remontent jusqu'au milieu du bras. Là, je sens qu'ils sont sur tout le corps. Et en fait, je sens
petit à petit que j'ai la tête qui s'écrase comme ça. Et là, en fait, j'ai eu du mal à lire et j'arrivais plus à déglutir. Le mouvement de ma pomme d'Adam fonctionnait pas. Hmm. Là, ça va, ils sont pas intenses, ces tremblements. Ça tremble un peu, mais c'est pas... Et c'est ben après, il suffirait de prévenir madame, mais vu que ça m'embête, je galère quand même. Puis on peut attendre quelques minutes et le temps que ça se calme, peut-être que je peux aller me chercher un petit carré de chocolat, un truc comme ça, et on réessaye vite fait. Parce que je me sens pas particulièrement, c'est comment ça, Imetsu? J'ai pas compris de quoi tu parles. Ouais, mais je sens intérieurement là. Mais peut-être que j'ai juste allé me prendre un petit truc à grignoter. Parce que ça m'embête, je suis à 2 pages de la fin. Trois. Bon, bah tant pis. C'est nul. Non, c'est pas que je cherche la merde, je cherche à comprendre. Mais même, on va s'arrêter là. On va couper, j'essaierai de faire un montage avec les 2 vidéos là. Et on verra. Non, mais c'est ça. Je pense que je vais arrêter quand même parce que je remarque quand même que je bug sur certaines syllabes. Un petit peu, pas beaucoup. Mais je bug et ça me demande un effort de parler. Ça me demande de forcer un peu plus. J'ai l'impression que ma mâchoire est un peu coincée, tu vois. Donc, on va éviter de forcer. On va laisser là. Après tout, on est à la fin de la semaine. On a fait quand même une semaine de live. Donc, peut-être que ça joue. Du coup, je ferai un montage, je collerai les 2 parties. Hein, et on finira de lire à ce moment-là. Non, on va pas forcer. Tu sais, je teste. Encore une fois, je maîtrise la situation. Mais comme je pouvais plus déglutir, comme je vous dis, le réel problème, c'est quand la mâchoire se bloque. La mâchoire, ça allait, mais je pouvais plus déglutir. Et j'ai encore du mal là, à le faire, donc on va stopper là. Du coup, je coupe et je remettrai la suite après. Heureux, du coup. Il s'est écoulé 2 jours depuis l'enregistrement avant, là. Donc, on était à la page 120. Je sais plus exactement où est-ce que je m'étais arrêté, puisqu'on s'était un peu arrêté en urgence. Je fus accueilli à la cuisine par le meilleur plat d'œufs au bacon que j'eus mangé jusqu'alors dans cette maison. Cela me procura un tel plaisir qu'avant de me lever de table, je lançai à haute voix la phrase que mon père avait coutume de prononcer chaque dimanche, après le déjeuner. C'était excellent, mes compliments à la cuisinière. À peine avais-je fini de parler que le feu flamba plus fort dans l'âtre et qu'un chat se mit à ronronner. Je ne voyais pas le moindre matou, pourtant ce ronronnement était si sonore que les vitres de la fenêtre en tremblaient. Apparemment, j'avais dit les mots qu'il fallait. Fort content de moi, je partis au village faire les courses de la semaine. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, les oiseaux chantaient. Après ces tristes jours de pluie, le monde entier me paraissait lumineux, comme repeint de neuf. Je passai chez le boucher et pris le sac de mon maître, puis je me dirigeai vers l'épicerie et terminai par la boulangerie. Quelques garçons étaient là, appuyés au muret de pierre. Je n'avais pas revu la bande depuis le jour où ils m'avaient suivi. Cette fois, ils n'étaient pas aussi nombreux et leur chef, le costaud à coups de taureau, n'était pas avec eux. Me rappelant les paroles de l'épouvanteur, je m'avançai à leur rencontre. « Désolé pour l'autre jour, dis-je. Je suis nouveau ici, je ne reconnais pas bien les habitudes. Monsieur Grégory m'a autorisé à vous donner une pomme et un gâteau à chacun. » Tout en parlant, j'ouvris mon sac et leur tendis leur part. Je crus que leurs yeux allaient leur sortir de la tête. Ils marmonnèrent un remerciement. Je repartis. En haut du chemin, quelqu'un m'attendait. C'était la fille, Alice. Elle se tenait de nouveau dans l'ombre des arbres, comme si elle craignait le soleil. Je m'approchai d'elle. « Si tu veux, je te donne une pomme et un gâteau. » Elle secoua la tête. « Oh, je n'ai pas faim. Mais tu peux me donner autre chose. J'ai besoin d'aide. C'est le moment de tenir ta promesse. » Une promesse est une promesse, et je me rappelais l'avoir faite. Je ne pouvais qu'honorer ma parole. « Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux, déclarai-je. Je ferai de mon mieux. » Un large sourire éclaira son visage, et ce sourire me fit oublier qu'elle était vêtue de noir et qu'elle portait des souliers pointus. Elle me dit alors des mots qui me plongèrent dans l'angoisse et me gâchèrent le reste de la journée. « Pas tout de suite, viens me retrouver ce soir, après le coucher du soleil,
quand tu entendras la cloche du vieux Grégory. Lorsque la cloche sonna, je descendis jusqu'au cercle de sol, plein d'appréhension. Ce rendez-vous ne me disait rien qui vaille. Alice avait-elle un travail à demander à l'épouvanteur? J'en doutais. Si les derniers rayons du soleil baignaient encore le sommet des collines d'une lueur orangée, les ombres grises du crépuscule s'allongeaient sous les arbres. Je frissonnais en voyant la fille, car elle tirait la corde d'une seule main, et pourtant, le lourd bâton s'agitait follement. J'en conclus qu'elle était beaucoup plus forte que le laissait penser son corps mince et ses bras frêles. En fait, ça reste une épilepsie, d'elle, pour te répondre, sensible à la lumière. En fait, il faut juste te dire qu'à chaque fois que je lis, la lecture me demande un effort, déjà de base. C'est-à-dire que voilà, ça me fait travailler aussi bien le cerveau que les muscles, c'est-à-dire c'est logique, mais ça me le fait trop travailler. Et du coup, ça m'épuise très très vite de lire un livre. Et à côté de ça, en fait, ben, si si tu réfléchis un peu, tu verras que les mots sont noirs, le texte est blanc, les mots sont noirs, le texte est blanc, et ça fait des flashs lumineux. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Tu vois, ça clignote quand je lis. Et du coup, c'est ça qui déclenche les crises d'épilepsie. Voilà. Et donc, c'est pareil entre les lettres. Entre chaque lettre, il y a un espace blanc. Tu vois. Et donc, ça me demande énormément d'efforts visuellement et ça fait beaucoup travailler. Comme quelqu'un qui regarderait un jeu vidéo et qui aurait trop de flashs lumineux. Mais les jeux vidéo me font aucun effet là-dessus. Si les derniers rayons du soleil baignaient encore le sommet des collines d'une lueur orangée, les ombres grises du crépuscule s'allongeaient sous les arbres. Alors, je l'avais déjà lu ça. Dès que je me montrais, elle cessa de sonner. Elle me regardait avancer, une main sur la hanche, tandis que la branche continuait d'osciller au-dessus de sa tête. Nous nous fixâmes sans rien dire, jusqu'à ce que mes yeux tombent sur un panier posé à ses pieds, recouvert d'un tissu noir. Elle prit le panier et me le tendit. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « De quoi tenir ta promesse ?» Je le pris, plutôt mal à l'aise. Par curiosité, je voulus soulever le morceau de tissu. « Non » fit-il sèchement. « N'y touche pas. L'air les abîmerait. » Abîmerait quoi? Il faisait de plus en plus sombre, et je me sentais de plus en plus nerveux. « Les gâteaux !» Merci, dis-je. Un léger sourire releva les coins de sa bouche. « Oh, ce n'est pas pour toi. Ces gâteaux sont pour la vieille mère Malkin. » Mère Malkin, la sorcière que l'épouvanteur gardait vivante dans une fosse de son jardin. Ma bouche se dessécha d'un coup, et un frisson me parcourut le dos. « Je ne pense pas que M. Grégory serait d'accord, » objectai-je. Il m'a bien recommandé de ne pas m'approcher d'elle. « Oh, le vieux Grégory est un homme cruel, » affirma Alice. La pauvre mère Malkin moisit au fond de ce trou humide depuis bientôt 13 ans. Tu trouves ça juste de traiter ainsi une vieille femme? Je haussai les épaules. Non, je ne trouvais pas ça juste, mais mon maître avait sûrement une bonne raison d'agir ainsi. Ce sont ses gâteaux préférés, préparés par sa famille. Il n'y a pas de mal à lui apporter un petit réconfort, à rendre un peu de chaleur à ses eaux glacées. Et tu n'as pas à t'inquiéter, le vieux Grégory n'en saura rien. Je ne trouvais rien à répliquer. C'étaient des arguments valables. Il y a 3 gâteaux. Il y a 3 gâteaux. Tu lui donneras un par un. 3 nuits d'affilée. Le mieux, c'est de le faire à minuit, l'heure où elle a toujours un petit creux. Porte-lui le premier dès aujourd'hui. Alice s'apprêta à partir, puis se ravisant, elle me sourit. On pourrait devenir bons amis, toi et moi, fit-elle en gloussant. Puis elle disparut, dans l'obscurité.